Bienvenue à toutes et à tous pour cette analyse approfondie. Aujourd'hui, on plonge dans les stratégies de gestion du temps d'une figure emblématique, Bill Gates. Bonjour. Oui, on va essayer de décortiquer un peu les principes qui semblent avoir guidé sa productivité et son impact assez exceptionnel, que ce soit chez Microsoft ou plus tard avec sa fondation. Notre base, ce sont des éléments tirés de diverses analyses sur sa méthode, notamment ce qu'on appelle parfois la gestion du temps à la Bill Gates. C'est ça. L'idée est de voir comment une gestion, disons, assez rigoureuse du temps a pu être un levier pour construire ce qu'il a construit. La question qu'on se pose, c'est comment cette rigueur a permis de bâtir un empire technologique et de piloter des initiatives philanthropiques d'envergure mondiale. C'est ce qu'on explore ensemble. Alors, par où commence-t-on? Peut-être par ce qui semble être le pilier central, la priorisation. Oui, une priorisation que l'on décrit souvent comme impitoyable. Il ne s'agit pas juste de lister des tâches, mais vraiment d'identifier celles qui auront l'impact le plus fort. Effectivement, on retrouve une sorte de matrice d'Eisenhower. Vous savez, cette distinction entre l'urgent et l'important. Gates semble avoir mis un accent très fort sur l'important, même quand ce n'était pas urgent. L'important non urgent? C'est souvent là que se niche la planification stratégique, l'innovation, non? Tout à fait. Et l'exemple parfait, ce sont ces fameuses Think Weeks, des semaines de retraite, seules pour lire, réfléchir, élaborer des stratégies. Une semaine entière déconnectée. Ça paraît presque contre-intuitif aujourd'hui. Peut-être, mais c'était un investissement délibéré. Pas pour gérer les crises du moment, mais pour la vision à long terme, pour les grandes orientations. C'est consacrer du temps spécifiquement à la réflexion de fond. Donc un investissement de temps pour un retour potentiellement exponentiel plus tard. Ça demande une sacrée discipline pour ne pas se laisser happer par le quotidien. C'est clair. Et cette discipline, on la retrouve dans son approche de la planification. Très structurée, très détaillée. On parle parfois d'un agenda planifié par tranche de 5 minutes. Est-ce que c'est une légende ou une réalité? Disons que ça illustre l'idée que chaque moment compte et doit être alloué consciemment. C'est le principe du time blocking, dédier des blocs de temps spécifiques à des tâches précises. Et ce time blocking, ça ne concernait pas uniquement le travail, si j'ai bien compris. Non, et c'est un point fondamental. Son planning intégrait aussi le temps personnel, la lecture, on y reviendra, l'exercice physique, le temps pour la famille. Ce n'est pas juste une machine de travail. D'accord, donc une approche holistique quelque part. Exactement. Et les bénéfices de ce time blocking sont multiples. D'abord, ça favorise ce que Cal Newport appelle le deep work, le travail en profondeur, cette capacité à se concentrer intensément sans distraction. Essentiel pour l'innovation ou la résolution de problèmes complexes, j'imagine. Bien sûr. Et ça permet aussi d'éviter le piège du multitâche. On sait aujourd'hui que jongler constamment entre les tâches réduit considérablement l'efficacité, parfois jusqu'à 40%. Impressionnant. Concrètement, comment on applique ça, Cel? On bloque des créneaux dans son agenda Google Calendar, par exemple? Oui, tout à fait. Créer un emploi du temps avec des blocs dédiés aux tâches critiques, mais aussi à la réflexion, aux routines, au temps personnel. Et surtout, protéger ces blocs. Couper les notifications, fixer des limites claires. Comme des rendez-vous qu'on ne peut pas manquer? C'est l'idée. Ensuite, il y a l'utilisation de la technologie et la délégation. Évidemment, venant du fondateur de Microsoft, la technologie devait jouer un rôle. Oui, mais pas n'importe comment. Des outils pour l'efficacité. Logiciels de productivité, analyse de données, plateformes de communication pour rester informé sans tomber dans le micromanagement. Des tableaux de bord synthétiques, par exemple. Et la délégation, souvent citée comme une clé. Absolument. S'entourer de personnes compétentes et surtout leur faire confiance. Il y a cette citation célèbre, le plus important est d'embaucher des gens meilleurs que vous dans certains domaines et de les laisser faire leur travail. Ça semble simple dit comme ça, mais ça demande une certaine humilité et une grande confiance. Tout à fait. Mais l'impact est énorme. Savoir déléguer efficacement, ça libère un temps précieux. Du temps que Gates pouvait alors réinvestir dans la vision, la stratégie, là où sa valeur ajoutée était unique. Ça démultiplie l'impact personnel en quelque sorte. Exactement. Construire une équipe fiable et la responsabiliser, c'est une forme très avancée de gestion du temps et des ressources. C'est essentiel pour passer à l'échelle. Et ce temps libéré, il l'utilisait aussi beaucoup pour apprendre. On parle souvent de lui comme d'un lecteur infatigable. Ah oui, c'est un autre pilier. Apparemment, des heures de lecture chaque jour. Des livres, des articles scientifiques, des rapports. Il considère la connaissance comme un capital qui s'accumule, un peu comme les intérêts composés.
Intéressant parallèle. L'idée étant que des décisions mieux informées font gagner du temps à long terme. Précisément, savoir plus permet de décider mieux et plus vite, d'éviter des erreurs coûteuses en temps et en ressources. Et c'est lié à une autre pratique, La réflexion, la réflexion. c'est-à-dire Évaluer régulièrement les objectifs, les progrès, les échecs. Analyser ce qui a fonctionné, pourquoi, et ce qui n'a pas marché. Les lettres annuelles de la Fondation Gates en sont un bon exemple public. Un bilan transparent, des leçons apprises. Donc, ce n'est pas juste absorber de l'information, c'est aussi la digérer, l'analyser. C'est ça. Ce cycle constant, apprentissage-réflexion, permet d'affiner les priorités, d'ajuster les stratégies, d'éviter de persister dans des voies inefficaces. C'est un moteur d'amélioration continue. Concrètement, ça veut dire prévoir du temps chaque semaine pour lire, se former, mais aussi pour tenir un journal peut-être, Ouais. ou faire une revue hebdomadaire. Oui, ce genre de pratique. Se poser des questions clés. Qu'est-ce qui a bien marché cette semaine? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? Quels sont les obstacles? On a parlé de travail intense, de planification serrée. Est-ce qu'il y avait une place pour l'équilibre, le bien-être dans tout ça? C'est une question importante. Malgré une éthique de travail réputée très intense, surtout au début de Microsoft, il semble y avoir une reconnaissance croissante de l'importance de l'équilibre. Le sommeil, l'exercice, la famille. Oui, il a souvent parlé de l'importance de dormir suffisamment, par exemple. Le burn-out, c'est l'ennemi de la productivité durable. Un bon sommeil améliore les fonctions cognitives, l'exercice donne de l'énergie, l'équilibre personnel nourrit la clarté d'esprit et la résilience nécessaire pour performer sur le long terme. Donc, planifier aussi le temps pour soi comme un engagement non négociable. Du temps, au même titre qu'une réunion importante. Utiliser des techniques comme le Pomodoro pour intégrer des pauses régulières peut aussi aider. Tout cela nous amène peut-être à une dernière compétence, qui est cruciale quand on est très sollicité. Savoir dire non. Essentiel. Face à un flot quasi infini d'opportunités, de demandes, de sollicitations, la capacité à être sélectif est vitale. Gates est connu pour évaluer très strictement les demandes par rapport à ses objectifs principaux. Chaque oui est un non à autre chose, c'est ça? C'est exactement ça. Le coût d'opportunité. Dire oui à une tâche ou une réunion de faible valeur, c'est implicitement dire non à quelque chose de potentiellement beaucoup plus important, comme avancer sur un projet stratégique ou passer du temps à réfléchir. Ça demande du courage, parfois, de refuser. Oui, et de la clarté sur ses propres priorités. Il faut s'entraîner à refuser poliment mais fermement ce qui n'est pas aligné avec les objectifs clés. Avoir un cadre de décision simple. Est-ce que cette demande me rapproche significativement de mes buts? Bien. Alors, si on essaye de synthétiser les grands principes qu'on a évoqués, on a une priorisation forte basée sur l'impact réel. Oui, Ensuite, une planification très structurée avec le time blocking qui inclut aussi le temps personnel. l'utilisation intelligente de la technologie et surtout une délégation efficace basée sur la confiance. Tout à fait. Puis, cet investissement massif et continu dans l'apprentissage et la réflexion pour affiner la stratégie. Ne pas oublier l'équilibre travail-vie personnelle pour la performance durable, effectivement. Et enfin, cette discipline cruciale de savoir dire non pour protéger son temps et sa concentration. Le fil rouge, ça semble être la discipline et une pensée très stratégique de la ressource temps. C'est ça. Et ce qui est important de souligner, c'est que même si l'échelle est différente, l'essence de ces principes est accessible à tout le monde. Ce n'est pas tant une question de moyens que d'état d'esprit, d'intentionnalité et d'habitude à construire. On n'a pas besoin d'être milliardaire pour identifier une ou deux priorités et leur bloquer du temps chaque semaine. Absolument. Commencez petit. Une habitude d'apprentissage régulière, un moment de réflexion hebdomadaire, les effets s'accumulent avec le temps. Le temps est notre ressource la plus précieuse finalement. L'utiliser sagement, c'est la clé. Et peut-être, pour aller un peu plus loin, une question à méditer. Au-delà de la simple gestion du temps, comment est-ce que l'application rigoureuse de ces principes pourrait nous amener à remodeler non seulement notre productivité, mais aussi la définition même de nos objectifs à long terme et de l'impact que nous souhaitons avoir. Merci de nous avoir rejoints. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager avec vos amis.